vais demander maintenant à Marie Ménoret, qui est sociologue, qui travaille à l'Université Paris 8 et au CNRS, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le cancer. Elle va nous parler de toutes ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a sauvé sa peau? Qu'est-ce que doit faire la société pour ceux de ses membres qui font face à un diagnostic de cancer pendant et puis après le traitement? Marie Ménoret. Merci. Merci, bonjour à tous. C'est une gageure de tenir ce propos en 10 minutes seulement. Je ne sais pas si je vais être vraiment capable d'apporter des réponses à ce que peut la société, mais en tout cas commencer à émettre quelque chose comme, je vais oser le mot, un diagnostic, c'est ce à quoi je vais essayer de m'employer. Et pour passer de la présentation un petit peu, je dis bien un petit peu, pas que quantitative, qui nous a été faite, eh bien, sur un mode plus qualitatif, je vais juste vous raconter une histoire en inventant un cas qui permettra de cristalliser un certain nombre des sujets et des questions qui nous intéressent ce soir. Donc, imaginons il y a 20 ans ou il y a 15 ans, quelqu'un qui présente un cancer, qui se le fait diagnostiquer, qui se fait soigner et au terme de quelques mois, voire d'une année ou plus, retrouve une vie qu'il ou elle considérerait devoir être comme avant. La question du comme avant, bien sûr, elle est hors sujet lorsqu'on a eu un cancer, parce que première dimension à la fois inénarrable et en même temps incontournable, c'est l'incertitude qui va continuer de peser sur ce destin jusqu'à son issue fatale, finale. Diagnostic, donc, mise en phase de probabilité, de pronostic, etc. Nous sommes 10-20 ans en arrière. J'ai choisi justement cet exemple pour baliser dans les 10 années qui viennent de s'écouler, à la fois, ce qui fait donc le sujet de la table ronde de ce soir, à la fois les progrès et les conséquences parfois complexes de ces progrès médicaux, en termes sociaux, là pour le coup. Donc, mise en face de probabilité, examen régulier, le ou la patiente est mise en rémission, continue à voir régulièrement son médecin, puis de moins en moins souvent, et puis soit, compte tenu de son âge, trouve un travail, soit revient à son travail ancien, soit n'y revient pas. L'incertitude, là encore, est au fondement de beaucoup de ces éléments de la vie ordinaire. Mais la vie ordinaire, pour quelqu'un qui a eu un cancer, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué, j'allais dire, que pour le commun des mortels, à cause précisément de cette incertitude fondamentale qui va continuer donc de peser sur son destin. Et donc, cette personne va, bon an, mal an, essayer de retrouver une existence comme avant. Peut-être il ou elle se fera fait quitter par son conjoint ou sa conjointe, car ce sont des choses qui arrivent et qui sont documentées aussi dans les expériences du cancer. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, là, la question que je pose, c'est celle de l'amour. On s'interroge beaucoup, trouver un travail, trouver de l'argent auprès de son banquier. Et la question de l'amour, elle est peu traitée par les sociologues, alors qu'elle est pourtant importante. Elle est même au fondement aussi de ce qui fait société, je pense. Et alors, quand on tombe amoureux et qu'on a eu un cancer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? De toute façon, il faudra bien dire. Autant on peut mentir à son banquier ou à son médecin du travail, mais en situation intime, il y a des choses qu'on ne pourra pas cacher parce que ce fameux cancer, il est aussi souvent gravé dans la peau. Donc, vous voyez, là, on se trouve dans une position où, finalement, pendant longtemps, on s'est posé la question de qu'est-ce que l'on dit aux malades? Et puis là, en contre-champ, moi, ce sur quoi je propose de réfléchir 30 secondes, c'est qu'est-ce que le malade, lorsqu'il sait ce qu'il sait de sa nouvelle vie, il a envie d'en dire ou pas?
Et la question de la vérité du malade, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent interrogé dans nos problématiques en sciences sociales ou en sciences humaines sur la vérité de la maladie. Pour une part, le malade sait aussi mieux que quiconque ce qui lui arrive, même s'il ne maîtrise pas tout à fait certaines données, on va dire, plus techniques, biologiques, etc. Bon, alors, ce ou cette malade entre dans une vie donc normale, encore une fois, comme avant, se pose éventuellement la question de construire une famille, de faire des enfants, et peut-être là, il ou elle découvre, c'est quelqu'un qui s'est fait, dans le cas que j'invente, c'est quelqu'un qui s'est fait soigner il y a 15 ans ou 20 ans. Et peut-être qu'à 15 ans ou 20 ans, on ne lui a pas dit qu'il ou elle aurait des difficultés pour avoir des enfants. Donc, il va se trouver aussi devant cette situation où ça va être compliqué. Et puis, des dispositifs existent pour tenter de remédier à ces situations. Donc, bon an, mal an, il continuera son existence sur ce mode-là. Et puis, avec le temps, peut-être il commencera à éprouver des problèmes, que sais-je, de respiration quand il monte un escalier, ou de fatigue plus ou moins chronique, etc., etc. Et on ne saura pas forcément faire le lien entre ces symptômes-là et ces anciens traitements. Et à un moment donné, il rencontrera la bonne personne, le bon médecin, en l'occurrence un cardiologue, là pour le coup, qui lui dira, ben oui, effectivement, ces problèmes que vous présentez sont liés à des effets des traitements que vous avez reçus il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et il faut envisager de vous faire suivre d'un point de vue cardiaque de manière soutenue, parce que là aussi, vous présentez des risques peut-être de développer une pathologie qui peut être grave. Et puis le patient ou l'ex-patient va vieillir, va peut-être se faire opérer pour sa nouvelle pathologie cardiaque. On va peut-être lui changer une valve ou que sais-je encore. Il va peut-être... il vieillit, donc il s'installe un petit peu, vouloir s'acheter peut-être une maison de week-end, il va retourner voir son banquier, et il avait peut-être déjà acheté un appartement une dizaine d'années auparavant, et là il avait bien vu que c'était compliqué d'acheter un appartement et d'avoir accès à un capital digne de ce nom pour construire son avenir comme avant. Et là, pour le coup, je m'appuie sur l'exemple français, comme nous avons un dispositif qui date de 1915, qui s'appelle une convention AERAS, et qui permet ça s'appelle le droit à l'oubli, ce qui est une jolie appellation, mais paradoxale en même temps, qui permet donc de ne pas avoir à déclarer son cancer lorsqu'on l'a eu plus de 10 ans avant le moment où on fait la demande de crédit. Là, au moment où il se dit, bon ben voilà, ça fait 15 ans que j'ai eu mon cancer, je vais peut-être pouvoir accéder à une petite maison de week-end, que sais-je encore, on lui dit, ah ben non, parce que là, les problèmes cardiaques que vous avez eus, vous devez les déclarer. Et donc, évidemment, pour ce qui était votre cancer, on n'a plus aucune restriction à vous permettre d'accéder à cet emprunt, mais là, vous comprenez que dans la situation pathologique que vous nous décrivez aujourd'hui, etc., etc., etc. J'ai inventé ce cas, j'aurais pu sûrement le trouver dans la dernière enquête, finalement, dont je suis en train de vous parler, que j'ai terminée il y a quelques années, et qui portait précisément sur la vie après. C'est-à-dire, je suis retournée vers des gens qui s'étaient fait soigner pour un cancer il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc des gens qui sont des survivants, donc des gens qui ont guéri à leur cancer et qui n'en ont pas pour autant fini avec ce fameux cancer. Donc, tout ceci pour dire quoi? Peut-être quelque chose qui vous paraît évident, mais je pense qu'il est aujourd'hui important de le dire, voire de le redire. Redire une vérité ne la rend pas moins vraie. Ce fait d'avoir eu un cancer, je le disais en début d'intervention, va miner toute son existence sociale, morale, professionnelle, psychique, à cause de cette incertitude qui colle irrémédiablement
au destin de toute personne qui a connu un jour ce type de diagnostic, quand bien même tous les pronostics sont les plus favorables possibles. Donc, c'est sur cet aspect-là que je voulais insister, parce qu'évidemment, je ne vais pas en 10 minutes faire le tour exhaustif de ce qu'est une réalité de vivre après un cancer, mais peut-être que par rapport à la question qui m'était posée, que peut la société, déjà, je pense, alors là je prêche un peu pour ma campagne, si je puis dire, pour ma famille, déjà mieux identifier les besoins, déjà mieux connaître ce que sont ces stigmates sociaux collés à tout type de trajectoire de cancer pour pouvoir, le cas échéant, intervenir mieux et plus sur ce sujet. Et puis, comme effectivement, ce dont on va beaucoup parler tout à l'heure, je pense, les employeurs, les banquiers, les assureurs ne sont pas des philanthropes et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Là, il y a sans doute des solutions à aller activer du côté des politiques publiques et du côté d'une solidarité sociale. Mais jusqu'où nos sociétés ont-elles envie et besoin de cette solidarité-là ? C'est une question qui est ouverte et je pense dont nous n'avons pas fini de débattre. Voilà, je vous remercie.